On m'entend bien? Magnifique. Je regarde juste si... Ok, ça marche. Bonjour à tous. Je vous vois pas beaucoup, mais c'est pas grave, j'ai l'impression de parler tout seul. Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de Postgre. J'imagine que la plupart d'entre vous l'utilisent. C'est quand même une des DB les plus répandues. Vite fait à propos de moi, je m'appelle Benjamin Kounen, je suis belge et je travaille chez Supabase. Et d'ailleurs, je remercie Supabase de me sponsoriser pour venir ici. Et pour une autre raison, c'est que ce talk, en fait, il est né parce que quand j'ai passé les entretiens d'embauche chez eux, je me suis dit quand même, Supabase, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de back-end as a service, c'est l'équivalent de Firebase, mais en open source, basé sur Postgre. Donc on peut avoir du real-time, des events quand on modifie la donnée directement, refléter sur votre client. On a de l'authentification, on a plein de trucs, on a du storage, object storage, basé sur du Postgre, enfin bref, on a plein de trucs. Tout est open source, et on a aussi l'offre SaaS. Et du coup, quand j'ai passé les entretiens d'embauche pour bosser chez Supabase, je me suis dit quand même, il faudrait que je connaisse un peu plus en détail Postgre, pas juste en mode utilisateur, mais comment ça fonctionne et tout ça. Et donc j'ai appris tout ce qu'on va voir aujourd'hui, et je me suis dit que du coup, si je n'étais pas embauché chez Supabase, au moins ça ne m'aurait pas servi à rien, parce que j'aurais pu partager ce que j'avais appris et en faire un talk. L'idée du talk, c'est pas demain, vous ne serez pas committer sur PG, vous ne serez pas des experts Postgre, je ne suis moi-même pas un expert en Postgre. Si vous avez des questions sur comment optimiser vos queries ou quoi que ce soit, je ne pourrai pas forcément y répondre. Mais au moins, c'est un peu de la culture, de la curiosité et voir comment ça fonctionne. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que il y a des patterns qui émergent, qu'on peut aussi faire émerger dans notre propre code à nous, par exemple sur la concurrence, comment accéder à de la donnée sans avoir de lock, ou modifier la donnée sans locker, ce genre de choses en parallèle. Et je suis loin de tout connaître sur PG, c'est un système très gros et complexe. Et là, l'idée, c'est qu'on a 45 minutes ensemble. J'ai essayé de simplifier certaines choses pour qu'on puisse rentrer ça dans 45 minutes. Vous verrez que c'est déjà assez dense et que parfois je vais un peu vite. À la fin, j'essaierai d'avoir 5 minutes de questions comme ça. Si vous avez des questions, préparez-les. C'est parti. Alors, l'agenda du jour. En premier, on va parler un peu des termes que PG utilise en interne et des notions à savoir, des entités différentes. Qu'est-ce qu'une database? Qu'est-ce qu'ils appellent un database cluster? Des tables et tout ça. Le process PG, l'instance PG, ces choses-là. Après, on va voir les process qui tournent au sein de PG. Et l'architecture mémoire, donc l'architecture mémoire pour que justement ces process, il y a plusieurs process qui tournent dans PG, ça puisse parler ensemble et faire que tout fonctionne ensemble. On va très vite passer sur la partie query processing. Pourquoi? Parce que moi-même, je viens pas mal du monde des compilateurs et tout ça, donc j'ai pas mal appris des trucs sur les parseurs et tout ça, et en fait query processing ça ressemble un peu à ce que font les parseurs et compilateurs, donc on va y en parler vite fait, mais pas forcément en détail, parce que ici c'est pas ce que je voulais mettre forcément en avant. On a la partie Concurrency Control, MVCC. Vous verrez qu'il y a plein d'acronymes, je vais essayer de les expliquer, mais l'équipe PG, enfin ceux qui bossent sur PG adorent les acronymes, désolé pour ça. Donc ça c'est une partie où on va passer quand même pas mal de temps pour expliquer comment on arrive à lire et écrire de la donnée sur PG sans que ça se lock entre eux ou ça se bloque pour écrire de la donnée dans la DB. On va parler du vacuum. La plupart du temps les gens connaissent ce que c'est le vacuum, mais on verra que c'est un genre de garbage collector pour PG. Et enfin le write ahead log, le WAL, qui nous permet de faire du crash recovery et tout ça. Pareil, on verra en détail. Alors on commence par les termes. Ce qui est souvent parfois ambigu pour les gens, c'est que un serveur Postgre, ça ne signifie pas forcément une seule DB, une seule database. On peut avoir plusieurs DB sur un serveur Postgre. On peut avoir une DB qui s'appelle test et coucou. Donc en fait, cette notion de database, elle est au sein de l'instance PG, on peut en avoir plusieurs. Dans une database, on a des objets, database objects, qui sont des tables, des index, des views, des functions, etc. Elles seront
ces objets ils vont tous être représentés ou référencés par un ID qu'on appelle OID pour Object ID. Et en gros, c'est ce qu'on va retrouver dans les fichiers Postgre, par exemple, pour une table nommée test ou coucou. Le nom, il ne va jamais apparaître dans le nom de nos fichiers gérés par PG. Ça va plutôt être du coup l'OID. Et cet OID, il peut être retrouvé par ce qu'on appelle des systèmes catalogues. En fait, c'est eux qui gèrent la relation entre ma table, ma DB qui s'appelle test a cet OID 45 par exemple. Ça marche aussi pour les tables, pour les views, pour les functions. Tout ça est enregistré dans cette notion de catalogue où en fait il y a les métadonnées de PG qui sont enregistrées. Ces catalogues, on peut les query comme si c'était des tables. Vous pouvez faire dans PSQL des select étoiles sur PG Database ou PG Class ou ce genre de choses pour voir un peu ce qu'il contient. C'est plutôt pas mal pour voir comment ça marche et tout ça. Et je vous invite aussi à voir la structure de fichier qu'on voit juste maintenant. Alors on a un PG Data qui est une variable d'environnement là où en fait PG va enregistrer tous ces fichiers dont il a besoin pour fonctionner. Donc ici on a une vue un peu globale. Pareil, pas exhaustif non plus, de la structure physique sur le disque de notre PG. On a le global qui va être par rapport au cluster, donc à l'instance PG, qui va contenir du coup par exemple PG Database qui lui contient les différentes DB qui sont attachées à cette instance PG. On a aussi PG Wall qui va contenir le write ahead log. On a PG XACT qui contient encore un acronyme, le C-log. On va voir après à quoi ça sert, mais en gros, ça sert à la partie concurrence. C'est en gros un log des commits et des transactions que PG exécute. Et après, le reste est moins intéressant. On a les fichiers de config, les fichiers de version. Et enfin, on a le premier là, que je cite en dernier pour rentrer plus en détail dedans, qui est base. Et lui, en fait, il contient vraiment les datas de nos bases de données, pas juste de la métadata. Et en fait, c'est organisé en sous-répertoires par rapport aux différentes bases de données. Donc, en fait, le premier sous-répertoire, ça va être l'OID de, ici, par exemple, c'est SampleDB, l'OID. Donc, le répertoire se nomme avec l'OID de SampleDB. Et dans ce sous-répertoire de cette DB, avec cet OID, on retrouve des données contenues dans nos tables. En fait, on voit qu'on a des fichiers qui sont suffixés en .1. Pareil, ces noms de fichiers, là, ils portent le nom de l'OID de votre table, en gros. Donc tout est Object ID. Et en gros, on a des fichiers qui ont cet OID avec un .1 comme suffixe. Et ça, c'est en fait quand on a atteint la taille maximale d'un fichier de données de PG. Il faut savoir qu'on a des tailles maximales de 7 par PG sur ces fichiers de données. À chaque fois qu'on dépasse, ça crée un autre fichier, donc 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, etc. Cette taille de fichier est configurable dans les configurations de PG. Et en fait, on a aussi, on peut le voir ici, des fichiers avec des suffixes comme FSM et VM. FSM qui indique le Free Space Map. En fait, c'est un truc qui maintient et qui permet après à l'insertion et tout ça de savoir où est-ce qu'on a de l'espace libre dans les tables, dans les pages de nos tables. Donc pages de nos tables, on verra que dans ces fichiers, on a des pages et des blocs. On va le voir juste après. Et on a le VM pour Visibility Map, qui en gros, ça contient les bits de visibilité des pages. Par exemple, si on va savoir si une donnée elle est marquée comme à être supprimée ou pas, on verra par la suite que c'est plutôt pratique pour le vacuum parce qu'au lieu d'aller voir dans tout le fichier, savoir quel fichier il doit supprimer, on a ce visibility map qui nous permet en fait d'avoir une vue un peu globale de ok, dans ce fichier j'ai des trucs à supprimer ou pas, ce qui permet d'aller un peu plus vite. Ce genre de fichier en taille, c'est souvent très petit et donc souvent caché en mémoire. Et on verra quel mécanisme fait que ça se synchronise avec la partie disque
pour avoir de la persistance de données. Voilà. Et du coup, là, ce qu'on va essayer de voir, c'est dans un fichier de table, donc, où on a les données pour une certaine table, donc ici 18740, on va aller zoomer dedans et voir ce qui est contenu dans ce fichier. Alors, si on ouvre ce data file, du coup, et qu'on regarde sa structure, voilà ce que ça donne. C'est divisé en pages de, je pense, 8 kilobytes par défaut, je pense. Ça dépend encore une fois des versions de PG, ça évolue en fonction du temps, je crois. Et ces pages contiennent, elles contiennent différentes sections. Par exemple, là, on a les headers qui sont des métadonnées qui vont en fait principalement nous permettre, comme pour le FSM ou le VM par exemple, de ne pas toujours devoir parcourir toute la page et de savoir par exemple à quel endroit on peut ajouter de la donnée, à quel endroit il y a de la donnée libre quand on veut faire des inserts ou ce genre de choses. On a la partie line pointers et les heap tuples, qui en fait, les heap tuples, c'est vraiment la donnée elle-même. Donc je ne sais pas si on voit ma souris là, mais en gros on a les pointeurs de données ici qui pointent vers les tuples. Et un tuple, ça représente une ligne de données dans notre table, parce que Postgre il est row-based, contrairement aux DB un peu plus analytiques, qui seront plutôt column-based comme ClickHouse ou ce genre de choses, quand on veut faire des queries sur beaucoup plus de données. Du coup, les heap tuples, ici du coup, c'est là où en fait les données de la ligne sont vraiment enregistrées, et ça en contient aussi des flags et des métadatas par rapport aux transactions qu'on va voir après dans l'aspect concurrence. Et donc dans cette partie de tuple là, on verra quand on parlera de MVCC là, de Concurrency Control, on va faire un zoom et aller voir ce qu'il y a dedans. On verra qu'il y a aussi des métadatas en plus de la vraie donnée dedans. On a du coup les line pointers qui sont ici, qui pointent vers les tuples. Et en fait, c'est juste des pointeurs qui vont référencer les tuples. Et la raison pour lesquelles on a des pointeurs, donc c'est une indirection en plus, ce qui pourrait être défavorisant point de vue perf parce qu'on on a une indirection. C'est en fait, c'est pour favoriser en fait les opérations de maintenance. Par exemple, si on se retrouve avec de la fragmentation de données, donc la fragmentation, c'est genre ici, au fur et à mesure, on va avoir de la donnée qui s'ajoute. Ouais, on voit bien, sorry. On a de la donnée qui s'ajoute, on en supprime. On a en fait en plein milieu, par exemple, entre ici et là, on va avoir de la donnée vide. Donc on a de la fragmentation, la donnée un peu séparée partout. On prend la taille d'une page alors qu'on pourrait la compacter pour prendre moins de taille et ajouter de la donnée à la fin. Donc ça c'est la fragmentation. Et donc avec ce système d'indirection, donc de pointeurs, quand on aura de la fragmentation, qu'on va vouloir exécuter une maintenance pour compacter et mettre les tuples ensemble sans avoir de trou au milieu, ben en fait, si on réfléchit, par exemple, si on a des index pour faire des queries un peu plus rapides, pour retrouver notre donnée plus rapidement, ces index, ils contiennent les pointeurs, pas directement l'adresse du tuple. Ce qui fait que, pardon, quand on run une maintenance, on va juste modifier l'endroit ici du tuple où il va être enregistré. On va update la partie du pointeur, donc là où ça pointe, mais dans nos index, on ne devra pas modifier la donnée. Donc c'est pour ça qu'on a une indirection, par exemple, c'est pour les opérations de maintenance ou ce genre de trucs, pour qu'en fait, on doive moins update de choses en même temps quand on va déplacer de la donnée, par exemple. Pardon. Alors, ça marche aussi quand on veut supprimer un élément en fait. En vrai, c'est pour ça que les gens, quand ils suppriment beaucoup de données sur leur PG, on va en reparler après, ils s'imaginent qu'ils vont récupérer de l'espace disque directement, ce qui n'est pas vrai parce que en fait, physiquement, la donnée n'est pas vraiment supprimée directement. C'est juste qu'on coupe ce pointeur, on lui met à nul, mais la donnée, le tuple, lui, est toujours là pendant une période momentanée. On a aussi cette notion là ici de tuple identifier, tuple ID, TID, qui est utilisé en fait dans nos fichiers d'index. Donc c'est ça qui va être utilisé dans nos fichiers d'index pour dire
Tu cherches cette donnée-là, elle se retrouve à cet endroit, donc ce tuple ID-là. Et ce tuple ID, il est plutôt utile parce qu'en gros, il va référencer le numéro du bloc. Donc ici, dans le fichier de la table, la page. Donc par exemple, ici, on a la page 1 et l'offset du pointeur. Donc disons que la donnée se retrouve en 2, donc ça serait 1, 2, et on trouve directement la donnée. C'est ça qui est enregistré dans les fichiers d'index quand on veut pointer vers une donnée. Et dans les headers, on va retrouver différentes informations. Par exemple, ici en premier, on a le PD LSN, qui LSN pour le log sequence number, qui en fait va enregistrer le dernier changement qu'il y a eu sur cette page. C'est lié par rapport au write ahead log, l'ID dedans. On verra ensuite plus en détail. Et vite fait pour info, le write ahead log, il faut voir ça comme un journal de log de tout ce qui se passe à chaque fois qu'on va exécuter une query, insérer de la donnée ou quoi, ça va être inscrit dans ce wall pour que en fait, quand la DB va crasher, on puisse revoir ce qui a été exécuté et potentiellement réexécuter les queries qui n'ont pas été mises sur le disque. On va en reparler plus en détail après. Et après on a d'autres flags qui vont correspondre aux emplacements pour ajouter des tuples par exemple, où est-ce qu'on peut les ajouter, où est-ce que le premier et le dernier tuple se trouvent, à quelle adresse, ce genre de choses. Parlons maintenant des process qui interviennent au sein de PG et comment ils communiquent ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que PG, il n'est pas multithread, il est plutôt multiprocess. C'est une architecture multiprocess. Et donc, ici, on peut le voir. À chaque fois qu'un client va faire une connexion, il va créer un PG backend, un backend process qui, est-ce qu'on voit ma souris? Ouais. Qui lui va discuter avec une shared memory. Cette shared memory, elle est partagée avec d'autres process ici, et on a la partie database cluster à cet endroit. Donc une fois que la connexion est faite, le client ne va discuter qu'avec le backend, le process backend qui a été spawn. C'est aussi pour ça, par défaut, dans PG, on a un max connections à default à 100, je pense. Et c'est aussi pour ça que quand on veut un peu scale et avoir plus de connexions, on utilise des connection pooling, genre PG Bouncer ou ce genre de choses. Du coup, comme je le disais, on a cette shared memory qui est un peu plus détaillée ici. Dans cette shared memory, on a le buffer pool, le wall buffer, donc le buffer pour le write ahead log, et le C-log buffer pour tout ce qui est transaction, commit et tout ça, et le log space quand on doit faire des logs sur de la donnée. Du coup, ils interagissent tous avec la mémoire partagée. Par exemple, ici, le premier qu'on a, c'est le background writer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites un insert, un update ou un delete, c'est pas directement mis à jour dans les fichiers de stockage sur le disque. C'est voulu pour que ça soit plus rapide, parce qu'une écriture sur le disque, ça peut être un peu plus lent qu'une écriture dans la mémoire. Et donc tout passe par des buffers. Du coup le buffer ici par exemple le shared buffer pool va être pas mal utile. Et d'ailleurs on le voit dans, c'est ce que je disais dans le schéma ici en dessous, et c'est un buffer dans lequel on va lire les données, mais c'est pas forcément, ça reflète pas forcément ce qui est écrit sur le disque directement. C'est un état un peu temporaire qui déjà on modélise la façon, enfin les fichiers ou la donnée de façon logique, donc différente en mémoire, comparé à ce qu'on la modélise sur les fichiers pour qu'on puisse y accéder plus rapidement. Et ce truc-là va être comment dire, il va être mis à jour ou synchronisé avec le disque tous les X temps. Et du coup, c'est grâce au background writer qui, à intervalles réguliers, en fait, il va prendre ce shared buffer pool, il va faire un dump de la mémoire pour l'appliquer sur le disque et avoir une persistance au niveau du disque. Par défaut, ça dépend les versions de PG, mais ça s'exécute toutes les 200 millisecondes environ, pour vous donner une ordre d'idée. Et c'est lui qui va en fait synchroniser la partie mémoire avec la partie disque. Donc par exemple, quand on fait un insert, c'est d'abord insert dans la mémoire, dans ce buffer pool, et après ça se persiste sur le disque a posteriori.
On a aussi en deuxième position le check pointer. Et lui, en fait, il sert un peu à la même fonction. D'ailleurs, je pense qu'avant la version 9, je pense que les deux ne faisaient qu'un process. Il n'y avait que le background writer, je pense que ça s'appelait à l'époque. Et en fait, il va aider, ils vont s'aider entre eux. Et il y en a un qui va écrire plutôt des données froides, qui ne sont pas utilisées pour l'instant, et qui va permettre au check pointer d'avoir moins de call IO à faire. On va revenir juste après par rapport au check pointer sur ce que ça fait exactement. C'est lié au write ahead log et tout ça. Et on a aussi l'auto-vacuum qui, par défaut, se réveille toutes les minutes. Il va spawn des vacuum démons qui va en fait, lui, s'occuper de clean tout ce qui est dirty dans la DB, tout ce qui est à supprimer, genre l'espace pour garder de l'espace sur le disque ou ce genre de choses. Faut un peu voir ça comme un garbage collector pour les langages. Mais pareil, on y reviendra en détail juste après. Et le while writer, il va lui synchroniser le write ahead log en mémoire avec le disque. On verra que c'est un peu plus subtil, mais ça va surtout être utile pour les statements qui sont en fait au sein d'une transaction. Quand on commence avec begin, on fait des queries qui vont se mettre dans le while buffer. Et en fait, après on a le commit qui lui va s'écrire directement sur le disque et pas en mémoire. C'est pour ça qu'on a besoin d'un buffer pour le while. On y a aussi besoin parce qu'il y a des modes où PG, on peut configurer PG pour ne pas écrire de façon synchrone dans le while sur le disque et tout garder en mémoire. Après, à vos risques et périls, si vous faites ça, il faut connaître les enjeux. Les autres process, on ne va pas rentrer plus en détail que ça. Mais en fait on voit qu'il y a un use case qui se ressort de tout ça, c'est que généralement ces process ils sont là pour synchroniser l'état de la mémoire avec le disque pour que en fait au niveau de PG ce soit performant quand on commence à manipuler la donnée et aussi pour clean un peu la partie persistance toujours dans la même idée essayer d'avoir le hot pass qui est beaucoup plus performant. Vite fait sur le query processing. Je rentre pas trop en détail sur cette partie-là parce que malheureusement il faut faire des choix et qu'on n'a que 45 minutes comme je disais. Mais du coup en gros il faut se dire à l'entrée ici on a notre query SQL on va parser ce texte. On va l'analyser une fois qu'il est parsé. Donc l'analyser c'est regarder si la syntaxe est correcte, si sémantiquement c'est correct aussi. On va avoir un rewriter pour la réécrire dans sa version finale. Donc ça en gros c'est des phases de optimisation où en gros parfois on peut faire il y a du sucre syntaxique qui permet derrière de rendre le truc la query un peu plus facile pour le planeur. Donc l'étape d'après pour le planeur pour créer lui un query plan. Ce query plan, en fait, c'est le fameux explain and analyze. Quand on exécute une query, on voit le query plan et on voit ce qu'il va faire. Il va aller chercher d'abord cette donnée-là. Si on a une jointure, il va aller scanner à cet endroit dans la table, faire la jointure entre les deux, etc. Et une fois qu'on a ce plan, il le donne à l'exécuteur qui, lui, ne connaît même pas la query de base. Il regarde juste ce plan, il l'exécute par rapport au plan qu'on lui donne et il va chercher la donnée au bon endroit. Voilà, c'était le point rapide sur le query processing. La partie un peu plus marrante, je trouve, et intéressante, c'est cette partie-ci, qui est la partie Concurrency Control, donc MVCC pour Multiversion Concurrency Control. Donc en gros, comment PG s'en sort pour écrire et lire la donnée sans avoir de log, sans devoir locker des trucs, et en fait toujours avoir la version attendue de la donnée par rapport à ce qu'on appelle les levels d'isolation. On va voir par la suite. Alors, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. Là, on avait vu le fichier de la table avec les différentes pages, les pointeurs vers les tuples. Et là, maintenant, on a zoomé sur le heap tuple, avec ce que je disais tout à l'heure, on a aussi des métadatas. Du coup, c'est le moment de voir en détail comment ça marche. Et comme je disais tout à l'heure, dans une page, on a aussi des headers dans un tuple qui vont en fait principalement nous servir pour savoir si la donnée en fait
elle existe encore à l'instant T où on est, dans la transaction dans laquelle on est, si elle a été modifiée et à quel moment, dans quelle transaction. Et une transaction, ça va toujours avoir un TXID, autre acronyme pour Transaction ID. Bon, celui-là n'est pas très compliqué. Au moment où on commence la transaction. Ce qu'il faut savoir dans PG, c'est que tout est transaction. Même si nous, on n'indique pas begin et commit, derrière, ça va quand même créer une transaction ID au niveau de PG. Et du coup, même si vous ne l'avez pas écrit explicitement, ça va générer une transaction ID. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se base là-dessus pour savoir quelles données il a le droit de voir à un instant T. On va le voir par après. Du coup, on a dans les metadata, là, enfin les headers ici, on a un TXMIN. Le TXMIN, ça va être en fait, ça va être set par un TXID, donc une transaction ID. Ça va contenir le transaction ID qui a insert la donnée, qui a ajouté cette donnée dans la DB. Et en fait, par la suite, ça va aussi permettre de faire la concurrence de transactions dans Postgre. Comme ça, en fait, on sait par exemple que à la transaction, je sais pas, 5, enfin celle dans laquelle on est maintenant, est-ce que j'ai le droit de voir cette donnée ou pas? Parce qu'en fait, il y a des transactions, c'est juste un compteur, genre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si on est à la transaction 5, il faut considérer que la transaction 10, c'est une transaction dans le futur. Donc si on voit qu'on est à la transaction 5, on essaye de lire une donnée, qu'on voit ce TXMIN qui a, qui a une valeur de 10, c'est une donnée qui a été inscrite dans le futur, donc techniquement on n'a pas le droit de l'avoir. Encore une fois, ça dépend de la configuration d'isolation qu'on met, mais par défaut on n'a pas le droit de l'avoir. C'est à ça que ça va nous servir. Ensuite on a le TXMax qui va être set que si en fait on a update ou delete la donnée, en fait on l'a modifié. C'est la même idée, hein. Si ce TXMax il est renseigné, il n'est pas toujours renseigné parce que par défaut quand on insert la première fois, il n'est pas renseigné. En fait, s'il est renseigné, on va le lire lui plutôt que le min pour savoir en fait, vu qu'elle a été modifiée, on va voir si on a le droit de voir la nouvelle donnée ou que cette donnée-là qui existe pour l'instant. Ensuite, on a le TCID, troisième position ici. Oups. Qui est en fait l'ID de la commande au sein d'une transaction. Pareil, si on regarde, quand on fait un begin, si on fait une vraie transaction nous-mêmes, on fait un begin, dedans, à l'intérieur de cette transaction, on peut avoir plusieurs queries. La première qui va être un insert, la deuxième qui va être un update, la troisième qui va être un select. Ce TCID, ça va être par exemple, ça va être l'index pour une transaction donnée. Quel est l'index de cette commande au sein de cette transaction. Donc par exemple, si en premier j'ai un update et en deuxième j'ai un insert, le insert il aura l'ID 1 et l'update aura l'ID 0. Le TCID sera à 0. Et ensuite le dernier ici, on a le TCTID. C'est un tuple ID qui en fait, donc le tuple ID, si on se souvient, c'est la façon dont on utilise pour savoir où est enregistrée notre donnée. Donc tuple ID, ça va être la page, enfin le bloc ou la page, l'ID de la page dans laquelle se trouve la donnée pour ma table et l'offset du pointeur dans cette page. Donc c'est ça le TID. Donc le TCTID, ça contient un transaction ID pour savoir où est en fait la donnée qui a été update au sein de cette transaction. Par exemple, quand on insert la première fois, il pointe vers lui-même, je pense, ou il n'est pas set, non, je pense qu'il pointe vers lui-même parce qu'en fait il n'a pas d'autres données qui existent pour cette donnée n'a pas évolué vu qu'on ne l'a pas update. Par contre, quand on a update, cette donnée va pointer vers un nouveau tuple ID parce que la donnée a changé et donc c'est un peu comme une liste chaînée, on va le voir après. Ça nous dit ok, va voir là-bas, c'est ta nouvelle donnée et si en fait elle a aussi été update, tu peux aller voir encore plus loin dans un autre tuple ID. Et l'idée en fait de garder toutes ces versions, c'est parce que vu qu'on peut avoir plusieurs transactions qui vivent en même temps, pas forcément lancées au même moment, avec des temps différents, en fait il faut qu'on puisse voir au moment où on a lancé la transaction, quelle était la valeur de cette donnée-là. C'est pour ça qu'on est obligé de garder un historique de cette donnée. Donc, petit exemple maintenant. Là, on fait un insert. Donc, on a un insert into avec la valeur A. Donc, on va ajouter
un tuple dans la heap table, et on voit ici le tuple qui a été inséré avec ses headers et tout ça. On regarde ici au-dessus, là, on a une transaction ID qui est à 99, 99 pour les Français, et quand on insert du coup le tuple, eh ben, on voit que ici, le txmin, vu qu'on l'a inséré à la transaction ID 99, je resterai là-dessus, eh ben, c'est indiqué 99. Parce que c'est à ce moment-là où on a inséré la donnée. Le max ici, il est à 0, parce qu'en fait, on ne l'a pas modifié, on ne l'a pas delete, c'est le premier insert. Le tcid, il est à 0 parce que c'est la première et unique commande de la transaction. Et le ctid, du coup, j'avais le doute tantôt, mais c'est bien ça, il pointe vers lui-même dans les tuple ID, donc c'est sa donnée à lui-même. C'est là où il est, quoi, en gros. Ouais, ça a du sens en fait, parce que sinon on ne pourrait pas la retrouver. Voilà, ça c'était pour l'insert. Là on va voir le delete. Donc imaginons on a inséré une donnée en transaction ID 100 qui est ici. C'était la donnée, on ne saura pas ce que c'était parce que j'ai override le truc, ou alors c'était peut-être delete. On est dans une transaction ID 111, on exécute un delete de cette donnée. Donc on voit que maintenant on a un txmax à 111 pour dire ah, la dernière fois qu'on a touché à cette donnée, c'était en transaction ID 111 on la delete. Comment on peut voir qu'on la delete en fait, et que c'est pas juste un update? La différence par rapport à un update, c'est que ici, ça va pointer vers lui-même. Et donc en gros, si on update une donnée, enfin si on a un txmax et qu'on la update, mais qu'elle pointe vers lui-même, ça veut dire qu'elle est delete, donc elle n'existe plus. Et en fait, le tuple identifier, donc le pointeur, il va être set à nul. La donnée, à ce moment-là, ne va pas être supprimée, donc le tuple ne va pas être supprimé physiquement. Ça va juste être set à nul, donc ça ne va référencer rien du tout. Un truc un peu plus intéressant, du coup, l'update. Ici, on est transaction ID 100 au-dessus. On a de la donnée qui a été ajoutée en transaction ID 99, donc notre fameux A. On voit que du coup, comme on a un update qui s'exécute ici, qu'on est en transaction ID 100, on va set un txmax à 100. Toujours 0 parce que en fait, là pour le coup c'est vraiment l'ID 0 au sein de cette transaction parce qu'on a un begin. Et maintenant il va pointer vers la nouvelle valeur qui a été modifiée. Cette nouvelle valeur, ce nouveau tuple, si on va dedans, on voit qu'il a un txmin à 100. Le txmax, il est à 0, parce que cette donnée-là, on n'a pas update. C'est la donnée d'avant qu'on a update. Donc on sait que c'est la dernière donnée fraîche qui existe, et du coup, elle pointe sur elle-même, voilà. Et on lui a mis la bonne valeur. Et maintenant, si on exécute un autre update, on a donc les deux premiers tuples, là, ici, on réexécute un update, on lui le set à C. On va voir que du coup, ici, ça change, ça ne pointe plus vers lui-même, mais vers la nouvelle valeur. On a set un txmax qui est à 100. D'ailleurs, je pense qu'il y a une... non, c'est bon. Qui est à 100. On a le txmin qui est à 100 parce que c'est ici qu'on a insert. Et on voit l'ID 1 parce que en fait, c'est l'ID 1 dans notre transaction. Ici, 0, 1 au sein de la transaction ID 100. Et c'est comme ça qu'on voit où est enregistrée la donnée. Et on peut la voir de cette façon-là. D'ailleurs, je vais pas parler de ce truc. Enfin, j'ai pas fait le next, mais voilà. Et en gros, c'est comme ça que se base Postgre pour faire son système de concurrence et ne bloquer ni les écritures ni les lectures. En fait, il prend ce transaction ID, qui est un ID qui s'incrémente à chaque fois, comme je l'ai dit, c'est un compteur en fonction du C-log qu'on a vu là, qui est enregistré, enfin qui est store dans le PGXACT, qui est en fait le log des transactions. Grâce à ce C-log, du coup, on va savoir qui a été commit en dernier. On voit l'état de toutes les transactions, si elle a été abort, commit, in progress, etc. De cette façon-là, en fait, grâce à ce C-log, on va savoir, en fait, au moment où on exécute la transaction, quelles sont les transactions in progress. Du coup, on va savoir quelles données récupérer par rapport à là où on se situe dans toutes ces transactions. Ça va nous permettre aussi, quand le vacuum va passer, de virer les vieilles versions
qu'on sait que personne ne pourra voir. Par exemple, si une transaction est abort, par exemple, ça va être enregistré dans le C-log et PG n'ira jamais chercher cette donnée-là. Et on pourra clean aussi cette donnée via le vacuum. Et si on voit que en fait, on est dans une transaction ID 105 et qu'on a encore des données de transactions, de vieilles transactions qui ont été update dans les transactions 102, 101, en fait, on va les virer parce que on n'a plus de transactions en dessous de cet ID qui tourne. Et donc cette donnée ne nous intéresse plus parce qu'on ne pourra plus jamais la lire. Vite fait un commit log, un exemple de commit log. Là on a deux transactions avec un TXID à 200, 201. Là on voit la timeline d'un commit log, on voit les deux vues de transaction et on a cette notion de transaction snapshot ici qui en fait elle explique quand on va commencer une transaction, ça va contenir la TXID la plus basse, qui est encore active. Toutes les transactions plus vieilles que celle-ci seront garanties d'être soit commit, soit abort. La transaction ID max, qui est en fait celle max quand on a exécuté, quand on a lancé cette transaction, pour en fait comprendre que toutes les transactions avec un ID plus élevé à ce TX max, en fait, ça va être considéré comme des transactions du futur, qui n'existaient pas au moment où on a commencé notre transaction. Donc, la donnée est potentiellement invisible pour nous. Et ensuite on a ce qu'ils appellent le XIP, XIP list, qui est en fait une liste de transactions qui sont toujours in progress. Donc, en fait, en sachant ces trois éléments, on sait que ces transactions en fait, si elles sont dans le XIP list, ce seront des transactions qui seront en in progress, et les autres qu'on verra qui ne seront pas dans cette transaction et qui seront dans le range seront des transactions soit commit ou abort, mais en tout cas elles seront visibles et donc on pourra voir les données de ces transactions. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, par défaut, on ne peut pas voir les transactions du futur, on ne peut pas voir les transactions qui n'ont pas été commit, on ne peut pas voir les transactions qui sont in progress. C'est des isolation level. Celui par défaut, je pense que c'est le read committed qui indique qu'en fait ça doit être commit pour qu'on puisse le read. Et on a d'autres éléments ici qui peuvent changer en fait la façon dont ces règles-là interviennent. En fait, c'est juste des règles genre par rapport au TX min, TX max, TX courant et tout ça. Vite fait, le vacuum, ça peut être considéré comme un garbage collector pour notre PG, et en fait, ça résout des problèmes. Par exemple, si on a des tubes qui sont morts et qui ne sont plus utilisés, on va pouvoir les virer au fur et à mesure. De la donnée qu'on va pouvoir compacter, parce que ça fait pour quand on va scanner, ça va faire de la fragmentation, donc on peut compacter la donnée. Et on a aussi ce wraparound problem, où on verra ensuite, si on a le temps, comment ça marche. Et ça va aussi update le FSM et VM, donc comment les métadonnées, ces fichiers de métadata pour savoir où sont les blocs libres, les tubes qu'on peut insérer dans certaines pages et tout ça. Il y a trois phases, un peu comme des garbage collectors. On a la phase de scan, on va scanner ce qui est possible de supprimer. On a la phase de remove, donc on va supprimer les tuples qui sont possibles à être supprimés. Et ensuite, on a la phase de clean, donc on va update FSM et VM pour savoir où est-ce qu'on a de la place libre maintenant. Et ensuite, le post-processing qui va en fait s'occuper de faire des optimisations comme de la compaction, virer des pages qui sont en fait devenues vides à la fin et en fait libérer du disque. Là, par exemple, c'est un exemple où on a supprimé de la donnée. Ici, c'est quand on arrive à truncate des pages. Par exemple, ici, là, on voit à la fin, il n'y avait plus de données dedans, donc en fait, on s'en fout, on les vire et on garde que celles qui sont remplies, sauf quand il y en a une vide au milieu. Ça, je ne vais pas en parler parce qu'on n'a plus le temps, mais c'est pas très important. On va parler du WAL, vite fait. À quoi ça sert ce write-ahead log? Donc du coup, juste avant, on a vu que le vacuum, il allait clean et persister la donnée qui a été modifiée dans les buffers de Postgre. Maintenant, on va voir comment en fait Postgre il est crash résilient, donc on crash en plein milieu. Comment ça fait pour que en fait ça fonctionne, même si on regarde la donnée, elle a été modifiée en mémoire, mais pas directement persistée sur le disque. Qu'est-ce qui se passe si ça crash entre le moment où on écrit en mémoire et le moment où ça persiste sur le disque? Si on n'a pas de write-ahead log, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va crasher et on va redémarrer dans un
un état inconsistant parce qu'en fait, on n'avait pas écrit la persistance sur le disque, et donc tout était en mémoire, la mémoire disparaît, c'est fini. Du coup, maintenant qu'on a ajouté le while dans le schéma précédent, comment ça se passe? On va pour l'instant omettre la notion de checkpoint et redo point du schéma, pour l'instant. Et du coup, on a le while qui est juste un fichier de log sur le disque représenté tout en bas. Et on voit que quand on fait un insert, le point 2 là, et un commit, point 3, on écrit directement sur le disque le log indiquant qu'on a commit cette transaction. Ça n'enregistre pas la modification de la donnée dans la heap table, c'est juste un log qui dit qu'est-ce qu'on a exécuté, avec quel paramètre. Pareil pour le deuxième insert, les données sont modifiées dans le shared buffer, donc en RAM, et là, imaginons, à ce moment-là, ça crache. Ce qu'il y avait dans le buffer, ça n'a pas été synchronisé sur le disque. Du coup, le background writer, par exemple, il n'a pas pu faire la synchronisation. Et la donnée qu'on a sur le disque, dans notre heap table, donc persistante, n'est pas la bonne. Mais en fait, maintenant qu'on a le while, en fait, on sait ce qui s'est passé avant de crasher. Du coup, quand on va redémarrer, on va réexécuter les derniers éléments qui ont été exécutés dans notre while pour en fait rejouer et recréer l'état de la mémoire qui était avant de crasher, et donc avoir une donnée consistante et pas un état fucké. Je ne trouvais pas d'autre mot. Et c'est là qu'en fait intervient la notion de checkpointer, parce que si on réfléchit, le write-ahead log, on ne va pas garder tous les logs indéfiniment de notre PG, ça serait une taille infinie, ça serait un enfer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le checkpointer, à intervalles réguliers, il va justement synchroniser cette mémoire partagée avec le disque, et il va dire « Ok, j'ai persisté la donnée, j'ai synchronisé la donnée sur le disque jusqu'à ce LSN, donc le log sequence number, donc l'ID dans le while, jusqu'à là. » Et donc, on sait à ce moment-là que tout ce qui sera avant cet ID, on n'en a plus besoin dans le while, on peut le clean, parce que en fait, quand on va reboot, on va redémarrer depuis ce redo point qui a été créé quand on a fait le checkpoint, et on va redémarrer de là, mais pas du tout début pour pas réexécuter tout le log du PG. Donc c'est sur ça que se base PG pour déjà redémarrer dans une bonne version, et purger au fur et à mesure ce write-ahead log qui peut être très grand si on a beaucoup de queries. Pour votre culture, il y a aussi cette notion de replication slot qu'on utilise quand on fait de la réplication de PG, qui va intervenir sur le while. Et ça, en fait, ça indique combien de temps aussi tu dois garder le while si tu fais de la réplication, parce qu'avec la latence du réseau, si on réplique sur une autre machine, ça peut prendre plus de temps que juste un f-sync sur le disque local. Et donc, ça intervient aussi dans la façon de garder le while jusqu'à X temps ou pas. Voilà, la suite, c'est juste un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, je ne vais pas rentrer en détail vu qu'on n'a plus le temps, je pense. Voilà. Et voilà, et du coup, si vous avez besoin de ressources, tout ce que j'ai appris vient de là, plus ou moins, avec des questions un peu plus précises et toujours dig quand il y a besoin. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais partager mes slides plus tard dans la journée. Et si vous avez des questions, du coup je pense qu'on n'a plus le temps, mais n'hésitez pas à venir me les poser, je reste disponible et je serai là aussi demain. Pas de questions ?